Après les ballons incendiaires, ce sont des ballons explosifs, une nouvelle terreur, Madine Gaza. Et pour parler de cette nouvelle situation dans le sud du pays, nous sommes ce matin en ligne avec Jehan Berman. Jehan, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous habitez à Avshalom, dans le sud, donc sur la frontière pratiquement avec la bande de Gaza, dans le conseil régional d'Eshkol. Alors, on connaissait déjà cette situation, d'abord des roquettes qui tombaient qui étaient lancées depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël. Ensuite, c'était les ballons incendiaires. Et maintenant, il y a une nouvelle forme de terreur, de terrorisme. Ce sont des ballons explosifs. Alors, expliquez-nous, Jeanne, de quoi il s'agit? Il s'agit des mêmes ballons qu'ils gonflent à l'hélium et ils accrochent maintenant dessus des bombes, vraiment des petites bombes qui mettent ça soit dans des livres pour enfants, soit dans des balles de foot, soit dans des cadeaux, soit dans des jeux qui font des petits avions comme ça. Ils mettent leurs bombes dans des jeux d'enfants ou des choses pour enfants qu'ils accrochent au ballon et qui viennent effectivement tomber dans nos champs, dans nos maisons et dans nos jardins. Alors, ces bombes, lorsqu'elles tombent, explosent et donc, alors bien entendu... Non, elles explosent pas tout le temps. Non, c'est ça toute l'angoisse, c'est qu'elles explosent pas quand elles tombent, elles explosent quand on les ouvre, quand on va commencer à jouer avec, etc. Donc c'est une sorte de piège en fait pour essayer d'attirer... plus particulièrement peut-être les enfants, lorsqu'il s'agit d'une balle de foot ou d'un jeu. Ah non, c'est clairement pour attirer les enfants, ça c'est clairement, et ça explose, donc parfois oui, ça explose quand ça touche un barbet, donc tout d'un coup on entend une grosse explosion. Si vous êtes à 2 mètres de là quand ça explose, vous avez toutes les chances de mourir, hein. Ah ouais. À 2 mètres. Donc, non, c'est pas des petits pétards, hein, c'est des vraies bombes. Dangereux, quoi. C'est vraiment des vraies bombes. Donc nous, on entend les démineurs à longueur de nuit et de jour qui viennent exploser les ballons quand on les trouve. On doit être sur le qui-vive sans arrêt, regarder au-dessus, regarder autour. Alors, comment justement, vous nous parlez d'être sur le qui-vive sans arrêt. Alors, vous avez vous-même des enfants. Vous les laissez, bien entendu, malgré les dangers qui existent déjà depuis des années dans cette région, vous les laissez quand même jouer dans la cour de votre maison ou dans d'autres endroits. Qu'est-ce que vous avez raconté à vos enfants? Comment vous les protégez? Vous savez, moi, mon fils, depuis 2 ans, il a déjà vu avec moi, on a déjà alerté 8 ballons. En ces 2 dernières années, 8 ballons. Donc mon fils, c'est très bien. 8 ballons qui ont atterri à proximité de chez vous. Il y en a plusieurs qui sont passés au-dessus de nous, donc on les alerte. Il y en a 3 qui sont tombés. Il y en a un qui est tombé à 20 mètres de mon jardin et qui a enflammé toute la forêt. Donc c'est des choses qui font partie de notre quotidien depuis 2 ans. Maintenant, c'est des bombes. Maintenant, c'est vraiment autre chose. Donc, vu que c'est l'hiver, ça sert à rien d'envoyer des cocktails Molotov, il n'y a rien qui va prendre feu. Donc, ils envoient des bombes. Et comment nous, on prépare nos enfants, on doit leur expliquer. On leur montre les photos, on leur montre et on leur dit qu'il faut faire extrêmement attention, qu'il ne faut pas les jouer, qu'ils peuvent jouer avec les ballons ou avec les jeux ou avec toutes sortes de choses, que si un des papas ou des mamans, nous ou un autre parent des autres enfants est là et autorise de jouer avec ce ballon. Sinon, dès qu'ils voient un ballon, ils doivent aller avertir un adulte. Comment les enfants réagissent? Ils réagissent, ils demandent pourquoi ils veulent nous tuer. Pourquoi ils veulent tuer des enfants. Alors, vous savez, on peut pas dire à un enfant qu'ils veulent te tuer. Parce que si on dit ça à l'enfant, c'est quelque chose qu'il peut pas psychologiquement assumer. Il peut pas assumer une telle charge. Pourquoi est-ce qu'on veut me tuer? Donc on doit trouver des mots et on doit trouver des choses à répondre à des questions qui sont impossibles à répondre même à un adulte. Donc vous avez une aide psychologique, par exemple le conseil régional d'Eshkol met à votre disposition des psychologues pour aider justement les enfants? Alors il y a les centres de résilience, oui, tout à fait, il y a les centres de résilience. Maintenant, ces gens-là, c'est grâce à ces gens-là que nous, ici, dans le conseil régional d'Eshkol, par exemple, on peut survivre et on peut continuer à vivre parce que c'est des gens qui travaillent sur notre résilience et qui nous aident justement dans tous ces moments. Maintenant, ces gens-là, ça fait 3 mois qu'ils ont perçu un salaire. Un salaire. Chez nous, ces gens-là, c'est
C'est comme l'oxygène qu'on donne à un malade à l'hôpital. Sans ça, nous, on va vraiment... Et ils continuent à travailler ou ils ont arrêté de travailler aussi? Mais ils travaillent, mais il y en a de moins en moins parce que Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils ont aussi des familles. Ils doivent aussi 3 mois sans salaire. Imaginez-vous, déjà 1 mois sans salaire. Je ne veux même pas m'imaginer, mais 3 mois. La raison, je suppose, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement. Enfin, il y a un gouvernement de transition et il n'y a pas vraiment de budget qui a été signé. Il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Il y a même le 12e du budget n'a pas été transféré même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait. Pire que ça, nos responsables de sécurité, les RAFCHAT, chaque village a un responsable de la sécurité qui travaille en coordination avec le ministère de la Défense ici et les autorités locales. Ces gens-là sont en grève parce que ça fait 6 mois que ces gens-là n'ont pas reçu de salaire. Et nous, on nous dit continuer à vivre normalement. Ça fait 2 semaines qu'on soit tous les jours, soit des missiles, soit des ballons. Et je vous en parle pas des infiltrations qu'il y a tous les soirs sur le long de la frontière, ou les bombes qu'on entend constamment sur le long de la frontière et les ballons qui explosent. Ça fait plus d'1 mois que ça dure ici. C'est invivable. Et non seulement ça, mais en plus, les gens qui sont là pour nous aider à maintenir une espèce de quotidien et à essayer de vivre dans cet enfer, ces gens-là, on leur met des bâtons dans les roues. Ils reçoivent pas d'argent, ils reçoivent aucune condition. Non, ils doivent être là 24 heures sur 24 pour nous aider. Donc ici, il y a une grosse colère, un gros ras-le-bol, et c'est surtout qu'on en a marre. Ça fait 2 ans là, mais 2 ans d'affilée on est sous une guerre d'usure. Vous êtes sous tension continuelle, Jehan? Mais bien sûr, on vit avec une roulette russe sur la tête, russe sur la tête. C'est tous les jours. Où est-ce qu'il va tomber et quand est-ce que ça va tomber le mortier? Parce qu'ici, les mortiers, vous savez, ils en tirent 3. Il y en a peut-être un par chance qui sera atteint par le dôme de fer parce qu'on est trop près. Donc voilà, nous, on sait que les mortiers, ça fait 1 semaine et demie depuis l'annonce de Trump qui tire tous les jours des mortiers. Donc tous les jours, on attend de savoir chez qui ça va être et quand ça va être. Ça, c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Alors, les mesures... Je ne vous même parle pas des ballons et toutes les autres choses. C'est constamment ici, c'est constamment. Alors, les représailles qui sont effectuées par l'armée israélienne, les tirs contre des cibles de base du Hamas, c'est pas suffisant à votre avis? Ça, je sais pas. Je suis pas général. Je fais pas partie du cabinet. Moi, je sais que ces salves, nous, on les entend aussi. Nous, ça fait partie des bruits de fond chez nous, quoi. Donc, on sait que, voilà, on entend les tanks qui tirent. Et je vous préviens, quand un tank qui tire, c'est toute la maison qui tremble. Et c'est au milieu de la nuit. Et puis, tout d'un coup, t'as le grand garçon qui fait papa, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est l'armée qui tire parce qu'il y a eu des ballons qui ont été lancés. Voilà. Tout va bien. Tu peux aller continuer à dormir dans l'abri. Est-ce que c'est assez? Apparemment non. La preuve, c'est que ça continue. Je sais pas, mais moi, je sais pas. Je suis pas dans le cabinet, mais moi, je sais que nous, ici, on ne pourra pas continuer à vivre comme ça parce que notre résilience, là, elle s'use. Alors, quelle solution? C'est quoi? C'est partir? Vous y pensez, nous, on y pense. Il y a beaucoup de gens ici qui commencent à y penser fortement, bien sûr. Bien sûr, nous, on est en train comme tout le monde, de déserter cette région, en fait. Tristement, parce que c'est pas on peut pas vivre comme ça. On peut pas vivre comme ça. Et si le gouvernement nous dit qu'il n'a aucune solution, ok. Il n'y a aucune solution, alors nous, au moins, on peut prendre nos valises, parce que ça ne sert à rien de rester ici pour élever nos enfants dans des traumatismes, après traumatisme. Vous savez, quand on vit un événement traumatisme, pas une fois, on peut le traiter, mais si c'est tous les jours pendant 2 ans, ça devient quelque chose qui n'a jamais existé ailleurs. C'est un traumatisme continu. C'est un quotidien auquel vous ne pouvez pas vous habituer. C'est impossible. Personne ne peut s'habituer à ça. Parce que c'est pas vivable. Personne ne peut s'habituer. Alors ouais, on fait toutes sortes de choses pour pouvoir vivre, s'accrocher à ça et avoir de l'espoir, mais là, l'espoir commence à sombrer. Alors, vous êtes agriculteur, vous travaillez dans l'agriculture. Vous continuez quand même votre activité agricole, elle n'est pas perturbée par ce genre ces actes de terrorisme? C'est ça le problème, c'est que le Conseil régional produit par exemple 60% de l'agriculture israélienne. Pardon. 60% de l'agriculture israélienne est produite chez nous. Ça veut dire que chez nous, on est tous agriculteurs. D'accord. Et l'agriculture, elle ne s'arrête pas. Qu'il y ait la guerre ou pas la guerre, vous savez, les vaches, elles doivent manger, les champs, ils doivent être traités, donc l'agriculture, elle ne s'arrête pas.
Donc nous, on doit toujours continuer. Et quand on reçoit les consignes, vous ne pouvez pas aller travailler. Oui, nous, ça nous fait bien rire parce qu'on est obligé d'aller travailler. Et vous savez, quand on est dans nos champs ou quand on est dans nos serres, on n'est pas protégé. Donc moi, il y a fin 2018, mes serres ont été touchées, une grosse partie de mes serres avait été brûlée. Si, bien sûr, ça perturbe, mais on n'a rien à faire. On est obligé de continuer. Parce que si tout d'un coup, ici, la région s'arrête, et la vie, Vos appels au gouvernement israélien sont sans réponse, Jeanne, ou... Ils sont sans réponse, on n'a même pas la possibilité qu'ils nous écoutent. C'est même pas qu'on n'a pas de réponse, c'est qu'on n'a même pas une oreille qui nous écoute. Vous laissez, donc, vous sentez pour laisser pour compte Ah mais complètement, là ça c'est complètement. Et là je peux vous le dire que c'est de gauche à droite, les gens ici, c'est un ras-le-bol total, parce que ça fait vraiment 2 ans que ça dure. Et ça augmente, hein. Vous savez, vous dites les tirs, mais les tirs c'est tous les 2 mois, les gens oublient que nous tous les 2 mois on doit partir parce qu'il y a une mini-guerre ici. En moyenne, ces 2 dernières années, tous les 2 mois et demi, on est parti parce qu'il y avait 3 jours de mini-guerre où 500 missiles nous sont tirés dessus. Je ne sais pas quoi vous dire, Jeanne, à part dire que nous sommes de tout cœur avec vous, mais je sais que ça ne suffit pas. Hein. Il faut beaucoup plus. Il faut que chacun demande ses comptes à ses dirigeants qui sont les mêmes pour tous, finalement. Et que tout le monde doit demander les comptes à nos élus. En tout cas, merci Jeanne, merci de ce témoignage et bonne chance, bonne continuation. Merci. À bientôt.